informations sur ce travail que nous entreprenons. Après en avoir discuté entre nous, ce qui était d'abord un moment de la vie, disons-le franchement, interne de notre propre organisation, le Parti de gauche, qui voulait, pour la préparation de son prochain congrès, qui aura lieu en mars, asseoir ses travaux non seulement sur la traditionnelle et indispensable motion d'orientation du parti, marquer le travail accompli, le chemin parcouru tous ensemble dans cette organisation si diverse par sa composition, les trajectoires de ceux qui la composent, marquer le nouvel ancrage dans un espace politique, culturel nommé écosocialisme. Je ne fais pas maintenant l'injure de revenir sur les avatars de ce mot et l'importance qu'il joue aujourd'hui comme une sorte de ligne d'horizon commune qui nous permet de venir, quelqu'un a fait la comparaison ce matin avec des camps de base, ce qui signifiait qu'on avait sûr qu'on était au moins certain que celui-là avait fait son service militaire, il appartient à une génération où ça existait, et en disant, arrivé de tous côtés, nous avons pu converger, hein, et c'est cette convergence qui a été l'objet de notre travail et qui nous a libérés du poids d'avoir à assumer dans les détails et sous un regard critique un passé, des doctrines épousées hier, des querelles et que sais-je encore, que nous avons pu connaître non seulement entre nous, mais également à l'intérieur de nous-mêmes. Cette perspective-là, qui était à usage interne, avec ce document que nous soumettions à tous ceux qui voulaient nous donner leur avis, c'est-à-dire qu'ils soient ou non membres de notre parti, même s'ils ne nous supportent pas pour le reste, eh bien, nous avons pensé qu'il fallait bien sûr nous en faire notre usage, mais que ces thèses, après tout, une fois qu'elles ont été élaborées de cette manière, peuvent convenir à bien d'autres qu'à nous. Raison pour laquelle notre intention est de rendre permanentes les assises pour l'écosocialisme en donnant la possibilité d'abord que le site soit maintenu, deuxièmement qu'il y ait un comité de pilotage pluriel, divers, on n'utilise plus le mot pluriel aujourd'hui pour les raisons que vous devinez, on va dire divers, on va dire ouvert, on va dire ce qu'on veut, pour dire que ce n'est pas seulement le parti de gauche, notamment parce que d'ores et déjà, dans l'organisation concrète de la démarche, plusieurs se sont adjoints à nous, soit qu'ils n'aient pas d'appartenance politique particulière, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas de pensée politique, mais non pas d'affiliation politique particulière, ou soit qu'ils appartiennent à d'autres organisations, membres du Front de gauche, qui se sont impliqués très directement. Et je dois dire que, par audace, nous pourrions aussi étendre cette proposition, ce signal de bienvenue, à tous ceux qui décident d'installer leur horizon politique à l'intérieur de l'écosocialisme, et je pense en particulier, j'ai vu tout à l'heure des représentants de la jeunesse socialiste qui disent qu'ils ouvrent une université écosocialiste, et bien bienvenue au club, je préfère les voir faire ça que de faire du social-libéralisme. Donc eux aussi, pourquoi pas, pourraient être les bienvenus s'ils le souhaitent, avec le risque pour eux de rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord sur Notre-Dame-des-Landes, qui se sentent plus proches des cabanes que des CRS et ailleurs, et ainsi de suite. Mais je pense qu'ils le savent, ils sont grands garçons et grandes filles, ils savent quel est le sens de leur engagement. Cette structure permanente va d'ailleurs trouver à se mettre en mouvement dès maintenant, car nous avons déjà été saisis par les structures de notre organisation, le Parti de gauche, du fait que dans 6 ou 7 endroits du pays, déjà des camarades ont l'intention d'organiser des répliques de ces assises de l'écosocialisme dont nous avons tenu la première session ici à Paris aujourd'hui, avec la forme ouverte que vous avez vue. On me dit qu'à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Nice, à Montpellier, à Strasbourg, à Besançon, à Toulouse, sont prévues des organisations des assises des écosocialismes. C'est donc un mouvement qui est lancé, et le pire pour nous, en tout cas je le dis au nom de tous mes camarades du Parti de gauche, le pire serait de vouloir se les approprier, se les réserver. La structure doit être ouverte, car l'objectif est de faire avancer des idées. Avant toute chose, avancer des idées, créer une culture commune. Il nous faut être aussi gramsciens que le sont les sociolibéraux ou les libéraux d'une manière générale, qui, eux, ont réussi à imposer leurs normes, leur manière de voir, leurs priorités, leur culture à toute la société, transitant par des mécanismes qui nous conduisent à incorporer, au sens radical du terme, au sens où Bourdieu aurait pu le dire, à incorporer
les normes du capitalisme et de sa compétition permanente, mortelle, réduisant l'humanité et la conception et le regard qu'elle a d'elle-même à l'homo economicus, c'est-à-dire à cette personne qui, en toutes circonstances, prend des décisions rationnelles sur un marché et à quoi se résume toute son humanité, prendre cette décision de type soi-disant rationnel. Prenons un exemple, par exemple, quel bateau, quel paquebot vais-je m'acheter, celui qui fait 70 mètres ou celui qui fait 50 mètres, et entre ceux qui font 50 mètres, lequel coûte le moins cher, parce que là, j'aurais pris une bonne décision qui honorera mon intelligence. La question n'étant pas posée de savoir pourquoi j'ai besoin d'un paquebot pour moi tout seul, et c'est là que commence la grande divergence culturelle et anthropologique entre les uns et les autres. Cette incorporation des normes du néolibéralisme et de ce monde que nous qualifions, nous, au parti de gauche, comme d'autres, de monde globalitaire, c'est-à-dire un espace culturel sans bord, dans lequel l'être humain, des grands rouages de son activité collective macroéconomique aux rouages intimes de la décision personnelle, sont tous pris à l'intérieur d'un ordre qui est économique, mais qui est, il faut le dire, et ceci participe pleinement du matérialisme historique, d'abord un ordre culturel. Les êtres humains sont d'abord une conscience d'eux-mêmes avant d'être la conscience de leur estomac. Je le résume sous cette forme pour expliquer pourquoi la bataille culturelle est première et pourquoi je vais tellement dans le sens aussi bien de ce qui a été dit par Henri Peña-Ruiz, par notre camarade ce matin Jacques Généreux et à l'instant parmi d'autres par François Delapierre. Ceci suffirait à justifier la démarche, mais nous ne sommes pas seulement dans une exigence intellectuelle, critique, de renouvellement de notre rapport à l'idéologie dominante et au système dominant. Nous sommes confrontés à une situation d'urgence qui nous oblige à la propagation de ces idées qui permettent à nos semblables de s'emparer de la compréhension complète de la situation, pour qu'ils puissent en devenir totalement acteurs compte tenu de ce qui les attend. 3 bifurcations sont à l'œuvre. L'une est bien connue de vous tous. C'est celle qui conduit le système capitaliste, du fait de son code génétique, qui fait que c'est un système par nature instable. Il ne faut pas croire que la crise soit une exception dans le modèle capitaliste. La crise est la règle. C'est à intervalles réguliers, tous les 5, tous les 10 ans, que se produit le dysfonctionnement qui résulte de ces contradictions internes. Bien. Cette bifurcation qui résulte d'une crise qui frappe un monde globalisé, où il n'y a pas de monde extérieur à celui qui est englobé dans la peau de ce grand réseau mondial qui fait que chacun d'entre nous, avec sa carte bancaire ou quelque autre écriture, participe de la même réalité, sans le savoir souvent, que la grande entreprise, le paradis fiscal et ainsi de suite. Bref, cette deuxième peau électronique du monde qui a fait de ce monde un tout dans lequel il n'y a pas d'extériorité économique à l'économie dominante et à la financiarisation généralisée des rapports sociaux humains. Eh bien, naturellement, le choc peut venir de n'importe où et provoquer, comme pour tous les systèmes métastables, des sorties, des bifurcations, parce que c'est ça que veut dire le mot bifurcation, c'est-à-dire qu'avec les mêmes paramètres de départ, un petit choc, une condition nouvelle, fait que le système tout entier, pour les raisons mêmes qui sont à l'origine de sa dynamique, change complètement de trajectoire. J'ai l'habitude, pour donner une image plus simple de cette réalité physique, d'imaginer ce que c'est un conducteur qui roule à 200 à l'heure, ce qui n'est pas permis, on va dire 130 pour rester dans la règle, hein, et il suit la route et survient une guêpe qui le pique. Naturellement, le résultat de cette piqûre n'aura aucun rapport avec la proportion qu'il y a entre l'insecte et le conducteur et la situation générale dans laquelle il se trouve, mais il est très vraisemblable que le véhicule va changer complètement de trajectoire et provoquer toute une série d'événements qui n'ont aucune espèce de rapport avec les intentions du pilote, ni même celles de l'insecte, à supposer qu'il en est. Voilà. Voilà ce qui est une bifurcation, et le modèle spontané, auto-organisé d'une bifurcation qui ne doit rien à l'intelligence humaine, à la volonté, au calcul, à la prévision, à rien du tout. C'est le résultat d'un système auto-organisé. Et quand bien même cela ne se produirait pas, parce que nous croirions magiquement que grâce aux réunions du G20, du G8 et du G-Tartampion, nous allons régler les problèmes, car vous savez qu'ils ont été réglés définitivement après la crise des subprimes, par la moralisation du capitalisme, l'extinction des paradis fiscaux qui nous a été annoncée. D'ailleurs, on avait eu une bonne nouvelle, il n'y avait que 10 paradis fiscaux dans le monde, et depuis, ils ont disparu, puisqu'il n'y en a plus aucun dans la liste. Donc nous sommes tranquillisés totalement. Mais malheureusement, je suis obligé de vous dire qu'il reste encore un problème à régler, qui est que le capitalisme, au bout du bout,
ne pourra jamais se passer de la valeur réelle à mettre en face des signes monétaires. Et que le premier émetteur de signes monétaires, les États-Unis d'Amérique, produisent une quantité de signes monétaires tels qu'ils n'osent même plus dire eux-mêmes à quel niveau elles s'élèvent, et que si on les mettait en rapport avec la production réelle et les biens auxquels ils sont censés donner droit, quand vous avez $1 ou €, vous espérez pouvoir acheter quelque chose avec, eh bien, si on les mettait en face, le dollar subirait une dévaluation gigantesquissime dont personne n'a jamais entendu parler, sinon qu'on a pu en avoir quelques prémices au moment de la République de Weimar, où j'ai pu voir moi-même de mes propres yeux, dans la République sandiniste du Nicaragua, où les billets vous collaient au doigt parce qu'ils changeaient de valeur plusieurs fois par jour, et qu'on ne savait pas quelle était au juste la valeur de ce qu'on avait. J'ai une fois déjeuné à un restaurant avec 2 gros sacs de sport pour payer le repas à 2 qu'on était. Ce n'est pas 2 sacs de sport qu'il faudra amener, mais vraisemblablement 5 ou 6 véhicules de billets si se produit le choc que je viens d'indiquer. De toute façon, quand la Chine va passer en tant que producteur devant les États-Unis d'Amérique, ce qui est inéluctable, eh bien, il faudra que la hiérarchie du capitalisme se réorganisera, car le système capitaliste est un système hiérarchisé pour les raisons qu'il faut à la fin emprunter un dernier recours, et que ça ne peut pas être celui qui n'a rien, c'est forcément celui qui a quelque chose, et celui qui a quelque chose, c'est la Chine. Cette première bifurcation est à l'ordre du jour. Elle est économique. On peut dire, après tout, on verra bien. Ça va nous faciliter les tâches de la révolution citoyenne. Bon, nous n'avons pas tous le goût des grandes catastrophes, et si tout ça pouvait se passer plus tranquillement, que ça nous arrangerait bien, et si on pouvait l'éviter. Il y a une deuxième bifurcation qui apparaît dans l'histoire humaine et qui a à voir avec ce que nous faisons. C'est que nous sommes 7 milliards, c'est la plus grande nouvelle. C'est la première de toutes les nouvelles. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. La vie ne s'organise pas pareil à 7 milliards qu'à 2 milliards ou à 1 milliard. On ne parle pas de la même humanité. D'ailleurs, tous les comportements fondamentaux connus depuis les millénaires d'existence de constitution de l'humanité sont modifiés par le nombre. Et il suffit de regarder simplement la réalité civilisationnelle à laquelle ça donne lieu. Savez-vous que maintenant, plus de la moitié de l'humanité vit en ville? C'est un fait radicalement nouveau dans l'histoire. Pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires et des millénaires, les êtres humains ont vécu par petits groupes, dans une population, pour l'essentiel, devenue paysanne. Aujourd'hui, la paysannerie ne représente plus que la moitié de la population du globe. Tout le reste est salarié urbain. De la même manière, 60% des femmes, je prends cet exemple parce qu'il me paraît parlant, ont recours à une méthode de contraception. Il est lamentable qu'il en reste 40% qui n'y ait pas accès, mais ça change complètement le fait que pour 60% des femmes, une aptitude n'est plus un destin. Et je pourrais prendre comme ça combien d'autres exemples qui modifient radicalement la condition humaine. C'est pourquoi, camarades, la troisième bifurcation, qui est la bifurcation écologique, prend dès lors une toute autre